Salut les jeunes, c'est Tisma et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour le premier Tisma Show de 2024 et on démarre cette année sur les chapeaux de roue parce qu'on va tout simplement débriefer l'événement majeur qu'il y a eu lieu ces derniers jours, qui est évidemment celui du lancement des ETF spot Bitcoin sur le marché. C'est une dinguerie tout simplement, c'est un moment historique. Le premier ETF Bitcoin spot a été lancé en 2013 et évidemment a été refusé dans la foulée. Et donc 10 ans plus tard, on a aujourd'hui donc des ETF Bitcoin qui sont tradables sur les bourses américaines depuis le 11 janvier, depuis hier. Et donc on va en profiter pour faire un récap aujourd'hui dans le Tisma Show de ce qu'est un ETF Bitcoin Spot, très rapidement voir comment ça fonctionne. Et ensuite on va débriefer des datas, des données qu'on a pu recevoir aujourd'hui du premier jour de trading. Donc voilà, on va voir les volumes, on va voir combien d'assets under management et combien de Bitcoin ont été potentiellement achetés suite à ces lancements des ETF. Et aussi on va parler du shit show, le bordel complet qu'il y a eu entre le 8 et le 10 janvier avant l'annonce du trading des Bitcoin spot, parce que tout simplement ces ETF n'étaient pas encore approuvés par le régulateur américain qui est la SEC, et ce qui faisait que du coup le marché savait à 90% en plus que ces ETF a été approuvé, sauf que l'annonce officielle n'avait pas été effectuée, donc le marché restait dans le flou, ce qui a donné du fil à retordre en fait aux traders dont moi, où on a dû se battre sur les marchés jusqu'à pas d'heure pour justement trader ces annonces. Très compliqué. Et vous allez voir, c'était plein de rebondissements, c'était un bordel pas possible sur le marché ces 3 derniers jours. Donc on va voir ça également. On analysera avec un analyste de Messari, qui est un gros centre de recherche crypto qui publie énormément de reports, etc. Qui a posté justement une analyse du token WIF, qui est un meme coin sur Solana, qui a pris une ampleur pas possible ces derniers temps, qui a fait fois je sais pas combien. Donc voilà, on va analyser comment ce token a explosé, pourquoi les holders, etc., les whales, quels sont leurs rôles en fait dans le lancement de ce token, et d'essayer de trouver de l'alpha dans cette analyse. On verra pour finir la liste de tous les airdrops pour les holders du Fund Solana qui vient de sortir. Je sais que pas mal de vous sur Discord l'ont acheté et vous l'avez reçu, et donc on va pouvoir voir ça ensemble pour la liste de ces airdrops qui vous sont dédiés. Voilà, donc maintenant on part direct dans le vif du sujet, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve tout de suite avec un tweet de BitMEX Research sur les volumes et les datas du lancement des ETF hier, donc un récap du 11 janvier. Alors déjà, je vais repartir des bases. Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin Spot et pourquoi c'est extrêmement important? Parce que si vous vous êtes déjà renseigné, il existe déjà des ETF un peu partout dans le monde sur le Bitcoin, et notamment sur les Bitcoins futurs. C'est-à-dire que en fait, ce sont des ETF qui vous permettent en fait de répliquer les performances du Bitcoin. Cependant, ces performances en fait sont juste des contrats futurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'achat sous-jacent de Bitcoin pour le fond. C'est-à-dire que c'est juste des contrats futurs comme vous les connaissez. La différence maintenant avec les Bitcoin Spot ETF, ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que lorsque une shares de ce fonds qui est le Bitcoin ETF, lorsqu'une share est émise, un vrai Bitcoin correspondant à la share va être acheté sur le marché spot. Donc ça veut dire que les achats qui sont effectués sur l'ETF Bitcoin sont en fait directement redirigés sur, sur les achats spot Bitcoin, et donc en fait achètent littéralement du Bitcoin au marché. Donc ça c'est très important parce que du coup ça veut dire que le volume se transfère sur le vrai marché. Voilà, et donc par conséquent, si les gens veulent s'exposer au Bitcoin, ils vont acheter des ETF Bitcoin Spot, ce qui va leur permettre en fait d'avoir des parts sur des plateformes traditionnelles, et donc d'avoir du Bitcoin détenu sur ces plateformes. Donc ce qui évite de devoir hold ces Bitcoins soi-même. Pour des gens qui sont pas tech savvy, c'est un avantage. Pareil pour les entreprises, etc. Vu que c'est un asset financier traditionnel, c'est beaucoup plus facile de hold sur sa trésorerie, etc. Donc pour plein d'investisseurs institutionnels, l'ouverture de ces Bitcoin Spot Fund de ces ETF Bitcoin Spot permettent tout simplement un investissement beaucoup plus simple et fluide en fait, tout simplement pour ces personnes. Donc voilà, et nous en tant que Bitcoin holder, on est également content parce que quand ces mecs achètent sur le marché des ETF, en fait nous ça nous achète directement des Bitcoins sur le vrai marché, et donc fait monter le prix. Voilà, tout simplement.
Ensuite, en termes de technique, ça veut dire que actuellement, la majeure partie des custodians, donc c'est les personnes qui vont détenir les bitcoins pour l'ETF. Donc par exemple, on va prendre le cas de BlackRock. BlackRock, avec le ticker IBIT, ont donc en fait un fonds sous gestion de vrais bitcoins en fait qui sont traduits par les shares émises et qui sont vendus aux investisseurs, mais derrière ils ont vraiment les bitcoins détenus et les personnes qui détiennent vraiment les bitcoins sont du coup Coinbase. Donc Coinbase est un custodian pour le ETF BlackRock, ça veut dire que donc Coinbase détient l'équivalent des shares en bitcoin sur un compte pour BlackRock. Voilà, donc c'est Coinbase qui s'occupe de ça. Ensuite, il y a des AP, c'est Authorized Participants. En fait, ces AP, c'est eux qui vont gérer en fait la rédemption et l'émission de shares de l'ETF. Donc, c'est eux qui vont acheter sur le marché spot, du coup, les bitcoins et ceux qui vont les vendre également et créer des shares et vice-versa pour balancer les demandes de l'ETF pour que les prix des shares de l'ETF correspondent au prix sous-jacent du bitcoin. Alors, petite précision, le prix des shares, en fait, n'est pas égal au prix du bitcoin. C'est-à-dire qu'un bitcoin, ça peut être genre 20 000 shares, ça peut être 10 000 shares, 5 000 shares, ça dépend de l'ETF. Donc tous les ETF ont un ratio différent. Ce qui fait que maintenant, quand vous regardez les ETF, c'est un peu débile parce que vous allez avoir des shares qui sont à 47 balles, de 20 balles, 30 balles. Enfin, du coup, le prix du BTC n'est pas du tout reflété directement avec la shares de l'ETF. Il faut le multiplier par le basket total qui correspond à un bitcoin. Et voilà, donc les IP, je reviens aux IP. Donc ces IP sont entre autres Jane Street pour quasiment tous les ETF. En fait, c'est Jane Street qui s'occupe de la rédemption et du mint des shares. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu la partie technique, on peut parler de premier tweet de ce Smash Show qui est celui de BitMEX Research avec donc les volumes de transactions du Bitcoin de hier. Voilà. Et donc il y a eu un total donc de 4 milliards de volumes tradés sur les produits Bitcoin ETF Spot. Donc c'est vraiment énorme, faut savoir que c'est là actuellement, on est historiquement le lancement d'ETF le plus réussi de l'histoire des États-Unis. Je crois que l'ancien c'était un truc comme 1 milliard de dollars sur le premier jour et là on est sur du 4 milliards combiné. Donc on voit que l'ETF de Grayscale est à 2 milliards en tête. 2 milliards de dollars tradés, le BlackRock, celui de BlackRock est à 1 milliard en 2e position et en 3e position on a celui de Fidelity. Très grosse réussite. Après, maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que à quel point en fait ce volume de transactions va se transformer en fait en asset under management et donc d'achat Bitcoin spot, parce que vous pouvez très bien avoir beaucoup de volume sur un très faible nombre de parts. Et par conséquent, ça ne va pas augmenter la capitalisation de ces fonds ETF. Nous, ce qu'on veut, c'est que les capitalisations de ces fonds augmentent fortement. Puis ça veut dire que s'il y a beaucoup de shares qui sont émis, ça veut dire qu'ils achètent beaucoup de Bitcoin sur le marché derrière. Donc c'est ça qui va être important. Ça va être de voir, bon déjà c'est déjà important de voir qu'il y a beaucoup de transactions qui sont faites sur ETF, donc c'est très bon signe. Maintenant, on va falloir voir combien de shares sont hold par les investisseurs et pas juste tradés. Donc ça va être très important. Ces stats, on va les voir juste après. Voilà, donc j'ai fait un petit micmac, le signé là. Donc, d'après BitMEX Research, qui a sorti les datas qui sont incomplètes parce que les datas de Grayscale, au moment où je tourne ce Smash Show, ne sont pas encore disponibles. Mais donc on voit qu'on a un inflow de 400 millions de dollars net positif. Donc ça veut dire que c'est les inflows qui sont rentrés dans le fond, parce qu'il peut y avoir des inflows qui sortent. Donc c'est 400 millions, je pense que c'est pas mal. C'est l'équivalent d'un gros achat de MicroStrategy, mais donc ça c'est par jour en soi. Bon, je pense que les inflows vont pas forcément être linéaires, c'est-à-dire qu'ils vont pas forcément rester constants ou quoi. Moi je pense que ça va décroître au fur et à mesure. Et aussi surtout, bon, il y a un truc qui joue en notre défaveur, c'est que le prix du Bitcoin est très élevé actuellement. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt pour les investisseurs d'acheter du Bitcoin long terme actuellement parce que il est déjà très haut. Donc si toi tu regardes la courbe du BTC qui est juste là, tu te dis pas forcément ouais je vais buy du BTC là, ok. Donc voilà, ça joue en défaveur. Et aussi il y a un truc qui va être important de regarder, c'est que GBTC, donc qui est le fonds ETF de Grayscale, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'il y aura pas mal de outflow plutôt que d'inflow en fait, tout simplement parce que déjà de 1, le GBTC a été tradé à un discount par rapport au vrai prix du Bitcoin, ce qui veut dire qu'il y a plus de ventes que d'achats. Donc déjà c'est un indicateur. Et ensuite on a un autre point qui est important,
c'est que le GBTC, en fait, tout simplement, et le fonds de Grayscale a été créé déjà il y a quelques années, il y a 2-3 ans maintenant, ce qui fait que pas mal de gens qui ont acheté et qui ne pouvaient pas vendre parce que le discount de l'ETF Grayscale, en fait, il faut savoir que vu que c'était pas encore converti en ETF, il y avait un discount de 17 à 20% et même jusqu'à 40% dans le pire des cas par rapport au prix du Bitcoin. C'est-à-dire que en fait tes parts que tu avais achetées peut-être à l'époque à 0% à parité avec le Bitcoin, bah maintenant le prix de tes parts était bien inférieur, jusqu'à 40% inférieur au prix du Bitcoin. Donc si tu vendais, bah tu te faisais détruire. Donc les mecs, pour réaliser leur profit sur les parts, ils ont dû attendre tout simplement la conversion en ETF, parce qu'il y a maintenant ce mécanisme de redeem, de en fait tout simplement tu rends ta part et on te rend un BTC, ce qui fait que le delta, le discount entre le prix de la chair et le prix du Bitcoin maintenant est de 0 quasiment. Enfin il est très léger, de 1%, je crois, justement à cause des gens qui veulent exit le fonds. Il va se réduire à 0. Donc ce qui veut dire que voilà, ce qui a pour conséquence d'avoir plus d'outflow sur Grayscale, parce que les gens sont bloqués et attendaient un premium qui retourne à 0 pour vendre leurs shares au marché, surtout que le Bitcoin est bien monté aussi, donc les gens qui étaient en profit, bah, ils veulent réaliser leur profit peut-être. Donc je pense qu'il y aura pas mal d'outflow sur le produit Grayscale. Voilà, donc ils vont nuancer ce 400 millions de net positif, et aussi probablement du coup des gens qui ont switché de Grayscale, parce que je crois que de mémoire ils ont genre 1,5-1,2% de management fees, alors que maintenant par exemple celui de BlackRock a juste 0,12% la première année et ça monte à 0,25, donc qui est vraiment inférieur aux fees de Grayscale. Donc je pense plus d'outflow pour Grayscale qui va nuancer donc les 400 millions. Donc à voir quand les datas vont sortir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou sur Discord où je vais poster les datas dès que je les aurai à la minute. Voilà, donc les liens sont dans la description les gars, vous connaissez. Donc tout ça pour l'analyse des flows. Maintenant on va parler de l'analyse de Doge with At, donc qui est ce même coin avec le ticker pour ticker with. Donc Alizac qui est une analyse pour Messari, donc qui est la plateforme, la plus grosse plateforme d'analyse crypto au monde, je dirais. Alors le price action en figures. Alors vous voyez donc unique holders, donc là c'est les key points de leur analyse. Donc on voit ça c'est donc le nombre unique de holders du token par rapport au prix. Là vous voyez le prix, là c'est le nombre du unique holders. On remarque qu'il y a une strong positive correlation de 0,95, donc de 95% entre le unique holder count, donc entre le nombre de gens qui hold le token et le prix. Donc plus il y a de gens qui achètent et qui hold le token, évidemment c'est un peu logique, plus le prix monte, et donc ça c'est corrélé à 95%. Et en deuxième point, les plus gros changements de prix du token correspondent avec des gros changements dans la vitesse d'accumulation de nouveaux holders, ok ? Donc ça va dépendre en fait pas du nombre d'holders, mais de la différence de vitesse à laquelle les wallets sont créés, et il y a de nouveaux holders où justement à la baisse il y a moins d'holders, du coup la courbe, la rapidité décroît, donc les price swings aussi. Ensuite les nouveaux acheteurs. Donc on remarque du coup que le prix du WIF explose quand le nombre de nouveaux traders, donc qui tradent le token pour la première fois, est bien plus grand que celui des traders récurrents, donc les traders qui ont déjà tradé le token. Donc c'est là où le prix va exploser, c'est quand il y a beaucoup plus de nouveaux traders que de vieux traders. Et ensuite il retrace lorsque le nombre de traders qui reviennent trader le token est plus important que celui de nouveaux entrants. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, le bleu c'est les nouveaux entrants et le violet ça va être ceux qui ont l'habitude de trader ce token. Donc j'imagine qu'il y a une conversion entre les deux, c'est-à-dire que les nouveaux traders, après avoir fait une ou plusieurs ou peut-être 10 transactions, je sais pas à quel point ils le prennent comme nouveaux traders, ça devient des traders récurrents. Ça serait important de savoir comme métrique. Est-ce que c'est juste un trade ou plusieurs trades? Parce qu'après, du coup, les deux switch évidemment. Vu que tu deviens trader récurrent après un trade ou plus. On remarque également ici, ça c'est l'analyse des gros portefeuilles. Donc là, avec en ordonnée le pourcentage des parts du trading volume en fonction des catégories. Si vous êtes une whale, c'est supérieur à 10 000, donc c'est par jour. Supérieur à 10 000, vous êtes une whale. Dolphin, c'est entre 1 et 10 000. Fish, c'est de 0 à 100, de 1000 à 100. Et Shrimp, c'est inférieur à 100. Donc bon, whale, c'est rapidement considéré comme une whale. Que 10 000 de volume sur un token par jour, c'est pas beaucoup. On remarque du coup que l'arrivée de whale sur le token lance la première pump, la pump initiale. Et ensuite, c'est vraiment l'arrivée des whales continue qui va fuel
le token jusqu'à ATH. Et donc, en 10e point, la part de volume des whales grandit au fur et à mesure avec le prix jusqu'à ATH. On remarque également que l'écosystème DeFi de Solana a vu une explosion ces derniers 2 mois avec les volumes de trading sur des échanges centralisés qui ont dépassé ceux d'Ethereum pendant un petit moment, qui ont triplé leur moyenne historique et le nombre de traders actifs a été multiplié par 6 depuis octobre. C'est notamment dû grâce au Jito airdrop, le airdrop massif là de 10 000 d'allocation minimale qui a en fait attiré plein de gens à farmer les airdrops, du coup tous ces volumes sur la chaîne de Solana et ça se ressent dans les Google Trends aussi. Google Trend a tapé les 100 sur Solana, donc ce qui est historiquement un top signal, donc à voir si ça va être encore le cas aujourd'hui. Voilà, parce que le truc c'est que sur les Google Trends, il faut le 100% équivaut à un 100% par rapport au résultat d'avant. C'est-à-dire que si vous aviez genre 10 000 à l'époque, ça faisait 100%, bah si vous avez de nouveau 10 000, ça va faire potentiellement 100%. Et après, par exemple, là si on monte à plus et qu'on monte genre à 15 000, ça va toujours être 100%. Mais par contre, si on revient après, genre à 10 000, des années après, bah du coup on n'aura plus 100%, d'accord? Donc ce qui se passe, on aura 60%. Donc ce qui se passe, c'est que vu que Solana n'avait pas été méga recherché encore à l'époque, peut-être que le 100% peut monter encore bien plus haut, donc à voir. Historiquement, un 100% Google Trend, c'était un top. Voilà. Le post-airdrop après le Jito, la majorité des trades on-chain s'est focus sur les stables, les tokens de meme et les small caps, donc les petites capitalisations. Ces assets comprenaient environ 25% du total du trading sur les DEX avant les vacances, alors que c'était seulement 5% en octobre, donc une énorme augmentation du trading des small caps et des mèmes sur Solana. Il y a également la création de smart contracts sur Solana et du nombre de tokens atteint un all-time high de 800 000 tokens créés sur Solana. Évidemment, le vrai test, c'est de trouver quels sont les vrais projets intéressants dans une mer de projets énormissimes, avec notamment énormément de scams. Et donc ce qui est important de retenir, c'est que les tokens de meme, en général, atteignent un top local lorsque le nombre d'acheteurs qui sont récurrents, donc qui ont déjà interagi avec le token plusieurs fois, surpasse les nouveaux entrants. Voilà, donc en gros, à partir du moment où il n'y a plus vraiment de nouveaux entrants et que c'est que des anciens traders qui traitent le token, il ne fait plus d'ATH, on a atteint le local top. Voilà, elle insiste sur le fait que ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y ait pas trop de whale dès le début, parce que ça peut engendrer de l'instabilité en fait. Et donc elle dit que WIF a grossi de manière constante, principalement fuel au début par des small scale traders, donc des petits traders, et qui donc évitaient de faire de gros mouvements de volatilité. Et c'est là où, lorsque WIF commençait à prendre vraiment de l'ampleur, que les whales ont commencé à jouer un rôle déterminant dans la montée jusqu'à la TH. Et avec un contraste, on pourrait prendre un contraste de Analos, je sais pas comment ça se prononce, qui a justement vu une activité des whales très rapide dès le début du token, ce qui a fait monter le token rapidement, mais il y avait énormément d'instabilité. Donc là, comme vous voyez, c'est monté très vite, mais c'est redescendu très fort. Là où par exemple, le token Miro donc, avait une montée bien plus lente mais constante, et qui a été fuel par plus des petits traders, que là vous voyez les whales, donc c'est les points verts, vous voyez que le début ça a été fuel sans whale, et que les whales sont arrivés plus tard, et donc la trend a été bien gardée, alors que là sur un Analos, on a directement décollé, on est directement parti avec beaucoup de volume de whale, et ensuite ça a drop, et donc beaucoup plus d'instabilité. Ok, donc maintenant ce qui est important pour résumer ce thread et cette analyse, pour une bonne montée, un bon début, il faut regarder donc une grosse montée du nombre de holders et également du volume de trading. Ce qui est important en termes de métriques, ça va être le nombre de nouveaux holders qui doivent être supérieurs au nombre d'anciens holders. Et il faut qu'il y ait au début du mouvement donc une prédominance de petits traders, parce que ça va amener une montée bien plus stable que si c'était que des whales. Ensuite, pour garder une bonne traction, donc d'avoir une bonne montée en puissance du nombre d'holders et des trading volumes qui restent constants, dépasser les 10 000 holders, c'est une milestone importante d'après elle, et également voir une montée des whales avec la courbe importante et qui suit le mouvement du prix. Maintenant, comment analyser justement
quand est-ce que la trend va reverse. Donc il faut regarder ce que les nouveaux users drop par rapport aux users déjà récurrents et établis sur la paire. Donc voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Dès qu'il y a des gros mouvements de prix, de swing, ça veut dire qu'il y a une market saturation, et également s'il y a d'un coup une sudden whale activity qui prend forme d'un coup et qu'il y a des gros changements de mouvement, ça veut dire probablement du selling de whale. Donc voilà, c'est ce qui peut indiquer un reversal de trend. Voilà, j'espère que ce petit thread vous a plu. Là j'ai un tweet de Eigenlayer, mais ça je vais faire une vidéo qui va sortir lundi ou mardi sur la chaîne sur qu'est-ce qu'est Eigenlayer et comment est-ce qu'on va pouvoir choper du stacking à 10% plus sur nos Ethers. C'est pas du compounding, c'est pas des techniques de leverage, etc. Je vais vous expliquer ça dans une vidéo dédiée parce que ça va être important de bien comprendre. Là, on a un tweet qui nous montre les deadlines pour les spots ETF d'Ether cette fois. Donc parce qu'évidemment Larry Fink, le CEO de BlackRock, a réitéré son envie de sortir des ETF spot Ether, donc qui est game changer évidemment pour l'Ethereum. Moi je pense que c'est un banger de fou parce que je pense qu'ils vont pouvoir avec le stacking proposer du yield sur les ETF, ce qui est incroyable pour des holders institutionnels avec le stacking Ether. Donc je pense que c'est un banger. Par contre, pour être approuvé cette fois, il va y avoir beaucoup plus d'incertitudes parce que la SEC n'a clairement pas décidé si l'Ether n'était pas une security. Donc pour le moment c'est encore assez flou. Les probabilités là sont relativement faibles et on voit que les deadlines, donc des premières deadlines, arrivent le 23 mai 2024. Donc on a un peu le temps encore. Mais donc la SEC va devoir juger si oui ou non l'Ether est une security ou pas. De ce que j'ai vu des derniers procès en crypto, la SEC a arrêté de dire que l'Ether était une security lorsqu'elle mettait en avant les securities listées par les exchanges. Elle ne mentionne plus l'Ether. Donc c'est déjà un changement par rapport à avant où l'Ether était mentionné comme une security, mais ils disent rien. Donc on sait pas, les probabilités pour moi sont pas énormes, mais Larry Fink a quand même là justement, il a mis un tweet, il a fait une interview il y a 1 heure, et il disait justement que pour lui c'était important d'avoir un spot ETF sur l'Ethereum. Donc les gars, si Larry Fink le dit, Larry Fink va exécuter et la SEC va approuver, c'est tout, c'est comme ça. Larry Fink, je répète, c'est un track record de 350 ETF lancé et un seul qui a fail. Donc voilà, bon, peut-être que l'ETF ETH sera peut-être le deuxième, mais bon. Voilà, donc ça c'est la liste des tokens. Voici la liste des tokens des tickers. Donc il y a le IBIT, BlackRock, GBTC, Grayscale, HODL, VanEck. Il y en a un qui est drôle, c'est le Brrr Valkyrie. Ça c'est super drôle. Petite info marrante, il y a un mec, il a buy 6 millions de dollars en WIF. Dans une pool qui avait que 2,5 millions de liquidité, ce qui fait que il y a eu une mèche comme ça. Le mec a littéralement perdu 90% de sa thune lorsqu'il a cliqué. Voilà, donc il a perdu je sais pas combien de millions, mais il a perdu énorme juste en cliquant parce qu'il a même pas regardé le prix de la pool. Un gros dégène, félicitations à toi mec, tu es un génie. Ensuite, là on arrive sur la fin de ce Tisma Show et de ce pourquoi c'était un gros bordel ces derniers jours. Tout simplement parce que vous voyez le compte, donc il faut savoir que du 8 au 10 il y avait cette fenêtre d'approval où on savait que vu que c'était les jours ouvrés en fait, lundi, mardi, mercredi, où la SEC ouvrait et c'était le plus proche de la deadline qui était le 10. On savait en fait tout simplement que la SEC allait approuver l'ETF Bitcoin dans ces eaux-là, entre le 8 et le 10 à 90% de chance. Le truc c'est que le marché était à l'affût pour la moindre news, vous vous en doutez, à moins de bribes qu'on pouvait trouver sur un site ou quoi, tous les algos de trading étaient prêts à lancer des énormes longues ou des énormes shorts sur le marché avec n'importe quel tweet, info sur l'approval de l'ETF. Et ce qui s'est passé, c'était une dinguerie. Le compte de la SEC officiel, donc SecGov, annonce nickel que les spots ETF sont approuvés. Et là évidemment le marché s'emballe, mèche, mais faible mèche de 3%. Je pense parce que aucun algo s'attendait à ce que l'annonce officielle vienne du compte de SEC Gov. Je pense qu'il s'attendait à un listing, enfin à une annonce via le site officiel, et aussi ça n'a pas été reporté sur Bloomberg, par Bloomberg. Donc par conséquent tous les algos à mon avis n'ont pas eu le temps de buy, donc c'est pour ça qu'on a eu une petite mèche dégueulasse.
Et ensuite, une dizaine de minutes après, le post de la SEC a été révoqué sur Bloomberg par la SEC elle-même. Et Gary nous a posté un tweet comme quoi le compte de la SEC avait été hacké. Donc voilà, ça c'est une dinguerie déjà, je me dis mais à quel niveau d'incompétence on assiste. Et pourtant c'est pas en crypto, c'est de la tradfi cette fois. Mais ça m'a fait péter un câble les gars, parce que moi j'étais à l'affût là, j'étais comme un fou sur les 3 derniers jours sur le marché, à pas dormir là, à me coucher à 3h parce que les horaires américaines, bah moi ça me fait coucher à Maurice à 3h parce que ça finit quoi? Ça ferme à 17h. Moi il est 26h, donc ça fait qu'il est 2h du matin quand les bureaux ferment de la SEC. Donc j'étais up jusqu'à 2h du matin à attendre la moindre annonce. Et là les gars, il y a une putain d'annonce, je me dis enfin let's go. Et là paf, c'est une fake, c'est un hack. Et bref, en gros c'est parce qu'ils avaient pas mis de 2FA, c'était confirmé par Twitter. Ils avaient pas mis de 2FA, ils se sont fait hacker par je sais pas qui. Et c'est mort de rire quand on sait que Gary donc Gary le chairman de la SEC, fait des threads Twitter juste là sur comment sécuriser ses comptes. Et il nous fait des trades de cybersécurité alors que leur putain de compte officiel n'a pas de 2FA. Voilà, moi ça me fait péter un câble. Que des putains de clowns. Bref, voilà, mon petit coup de gueule parce que vraiment c'était un truc de fou. Ils m'ont vraiment mis enfin, ils m'ont vraiment saoulé. Donc c'était approval, finalement c'était un hack. Ensuite, rebelote le lendemain. Il y a le CBOE qui annonce officiellement sur son site que les ETF spot Bitcoin seront disponibles au trading demain, enfin le 11. Et donc par conséquent c'est là pour moi c'est une annonce officielle ça, ça veut dire qu'ils ont eu l'approval feu vert de lister tout sur l'exchange, donc par conséquent c'est approuvé. Sauf que donc là le marché s'emballe de nouveau, sauf qu'au final la SEC en back-end a dû leur dire d'enlever tout ça de leur site parce qu'ils n'ont pas fait l'annonce officielle. Et donc ils retirent tout, donc le marché se repète la gueule. Là tu te dis mais frérot, à un moment on sait très bien que ça va être approuvé, faites votre putain d'annonce. Genre arrêtez de garder l'annonce pour la dernière minute du dernier jour de ce truc. Genre t'as l'impression que Gary veut juste, bah non il n'y a pas l'impression, on sait que Gary veut juste nous casser les bons becs. Donc voilà, ouais, ça m'a gavé. Au final, ils retirent tout, ça se pète la gueule. Là, on a enfin l'annonce de Bloomberg comme quoi ils ont approuvé les ETF. Wow, on s'en doutait pas, les mecs. Je vous avais juste pété les bonbons pendant 3 jours. Donc, à la vue de ça, le Sénat américain a convoqué Gary Gensler et l'interroge du coup au sujet des faux tweets sur les ETF Bitcoin en mentionnant que justement, il n'y a aucun moment, ils ont bien réussi leur rôle de régulateur parce que sur le marché, c'était le bordel à cause déjà de leur incident de cybersécurité et parce qu'ils gardaient le flou technique pendant 1000 ans alors que tout le monde savait que c'était approuvé. Donc, il prend la sauce comme d'hab et tant mieux pour lui. Donc, je finis sur cette note de violence qu'on termine le Tisma Show. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, les gars, n'hésitez pas à venir vous abonner et à liker cette vidéo parce que les Tisma Show reprennent donc en 2024 tous les vendredis à 17h. Donc, si vous voulez ne pas manquer de news, du contenu, du crypto Twitter US, et c'est ici les gars que ça se passe. Et après, vous pouvez me joindre sur Discord, Twitter, etc. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Ciao!